Bonsoir et bienvenue. En regardant la bande-annonce, j'avais un sentiment ambivalent. Je me disais, d'un côté, si avec ça, ils viennent pas voir tous les films, c'est pas la peine de continuer. Et en même temps, je me suis dit, en voyant ça, ils vont avoir qu'une envie, c'est de prendre la poudre d'escampette et la route. Bref, il n'y a pas de solution. En tout cas, pendant 3 semaines, 25 road movies, on aurait pu en mettre le double. Mais on a appelé ça 25 road movies indispensables. Je vais vous en dire un mot. Avant cela, les remerciements d'usage est nécessaire à notre soutien, le ministère de la Culture et le CNC, à Warner Bros, amis de la Cinémathèque française, et à nos mécènes, Chanel, Netflix et la Fondation Gann pour le cinéma. Et puis je voudrais, s'il vous plaît, un remerciement tout particulier pour quelqu'un qui travaille à la Cinémathèque et qui, pour vous, sur la base d'une liste de 35 titres, a trouvé sur une base de 25 titres, a trouvé 25 films ou 25 supports qui rendent cette projection et cette programmation possible. C'est quelqu'un qui travaille à la programmation de la Cinémathèque. Elle s'appelle Katia Mendes-Best. Elle est là et je vous demande de la remercier. C'est grâce à elle que cette rétrospective a lieu. Alors on a intitulé cette rétrospective 25 road movies indispensables, road movie USA, alors là tout compte, bien évidemment road movie, mais aussi et surtout USA, parce que je crois qu'il n'y a pas de road movie, en tout cas c'est ce que cette rétrospective postule et ce qu'elle prouvera, c'est qu'il n'y a pas de road movie véritablement en dehors des États-Unis et en dehors de la cinématographie américaine. C'est là, bien sûr, il y a des films qu'on peut appeler road movie en Russie, en Australie, mais c'est aux États-Unis que le corpus se constitue, et c'est là qu'il fait genre. Voilà. C'est là que vraiment on peut parler d'un genre cinématographique. Alors, dès qu'on dit du road movie que c'est un genre, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est à la fois, on pourrait dire un sous-genre, en ce sens que c'est un genre qui apparemment arrive tardivement, qui arrive dans les années 70, on emploie l'expression road movie seulement au début des années 70 et pas avant. Et puis c'est un genre qui s'inscrit, si je puis dire, dans la roue du western. C'est un genre qui regarde le western et qui prend en quelque sorte sa suite quand, dans les années 70, le western en tant que production décline aux États-Unis. Donc c'est en quelque sorte un genre second ou un sous-genre. Et on pourrait d'une certaine manière définir le road movie comme ça, comme la redécouverte ou la reprise de l'élan pionnier, ce qui est la définition possible du western, mais avec une sorte de conscience critique de l'histoire du pays. Ça serait comme si l'histoire des États-Unis était revisitée par la contre-culture. Donc d'un côté c'est une sorte de sous-genre ou de genre second, et en même temps, c'est en ça que c'est dialectique et que c'est intéressant, c'est évidemment un surgenre. C'est-à-dire qu'il n'a pas fallu attendre les années 70 pour qu'on puisse parler aux États-Unis, non pas de road movie, mais de culture de la route. Et dès qu'on dit culture de la route, on comprend à quel point aux États-Unis ça se confond avec l'histoire et la géographie du continent. Toute l'Amérique s'est dessinée et s'est déterminée à partir de la conquête de l'espace, à partir de la notion de transhumance, de trajet, de traversée. Et à partir de là, évidemment, le road movie devient cette culture de la route et de toutes les routes possibles. Que ce soit, vous l'avez vu, en tracteur, en moto ou en voiture, mais bien avant même le cinématographe. Pour ne prendre qu'un seul exemple, quand le philosophe américain Henry David Thoreau décide avec son frère de descendre en canoë les fleuves du Merrimack et du Concorde, et qu'il en publie le récit en 1849, il fait en quelque sorte acte de road movie, même si évidemment on ne peut parler ici que d'une culture de la route. On pourrait donner plein d'exemples de cette culture de la route, ça serait le travail photographique par exemple de Walker Evans dans les années 30, à quel point crucial, et puis bien sûr le roman par excellence de Jack Kerouac, Sur la route, qui est publié en 1957. C'est pour toutes ces raisons que le genre road movie est un genre à la fois nostalgique et critique et qui ne peut pas se résumer ou se réduire seulement aux seules années 70, même si évidemment dans les années 70, Easy Rider et consorts vont faire l'âge d'or ou l'heure de gloire de ce qu'on appelle le road movie, les années 70 étant presque
la combinaison idéale entre, d'un côté, la contre-culture et de l'autre, le nouvel Hollywood, qui, vous le savez, ont en quelque sorte fusionné. Alors c'est aussi pour cela que j'ai choisi ce film de ce soir, En route pour la gloire. Je l'ai choisi pour plusieurs raisons, mais en particulier, d'abord parce que c'est un film un peu oublié, que je trouve oublié à tort. C'est un cinéaste aussi un peu oublié. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous allez en voir une copie 35 mm d'époque. Hein. Elle aussi, elle a un peu bourlingué. Mais il n'y a pas de DCP, il n'y a pas d'élément numérique de ce film, ce qui dit qu'il est un peu en déshérence, et c'est un peu dommage. Donc j'ai choisi ce film parce que aussi, c'est un film sorti en 1976 et qui regarde vers les années 30, qui ne regarde que les années 30. C'est un film qui a un pied dans son présent, celui des années 70, et évidemment un pied tourné vers le passé. Et en fait, tous les road movies des années 70, que leur sujet soit les années 30 ou pas, ont tous été absolument obsédés par cette décennie-là. Cette décennie, c'est celle évidemment de la dépression aux États-Unis, c'est celle de la crise économique, mais c'est celle aussi de ce qu'on appelle les Dust Bowls, c'est-à-dire ces tempêtes de sable qui, dans les campagnes américaines, du fait de l'érosion des sols, du fait de la sécheresse, se transformaient en véritables tempêtes et jetaient sur les routes des centaines de milliers d'Américains dépossédés de tout, qui quittaient par exemple l'Oklahoma à bord de guimbardes impossibles, c'est les raisins de la colère, et qui allaient vers la Californie. Et rétrospectivement, pour les années 70, les années 30 sont devenues une décennie en quelque sorte de référence, comme si là, dans cette décennie des années 30, quelque chose de l'essence ou de l'esprit de l'Amérique s'était encapsulé, comme si les années 30 avaient vu l'Amérique profonde, le pays réel, comme si l'Américain nu, en quelque sorte, était à disposition et que l'esprit américain était là. Et dans le milieu des années 70, quand par exemple Al Ashby tourne En route pour la gloire, bien sûr il regarde les années 30, mais la question d'aller au contact du peuple, de rencontrer le peuple ou de retrouver le peuple américain au lendemain de la guerre du Vietnam, dans un pays déchiré par cette guerre, eh bien cette question de faire peuple, évidemment, elle se repose. Donc le film d'Al Ashby, lui aussi, regarde en arrière, regarde vers les années 30. Les références du cinéaste sont des références qui sont toutes dans la rétrospective qu'on vous propose. C'est-à-dire que c'est Wild Ball of the Road de William Wellman, c'est New York, Miami de Frank Capra, mais c'est aussi Les Voyages de Sullivan de Preston Sturges, et évidemment Les Raisins de la colère de John Ford. De toute façon, entre regarder vers le western et Les Raisins de la colère, John Ford est le cinéaste cardinal pour les cinéastes du road movie, c'est le cinéaste absolument essentiel. Un tout petit mot sur Al Ashby, qui lui aussi est un peu oublié, et dont les années 70 représentent la décennie où il fait ses plus grands films et connaît ses plus grands succès. C'est lui qui tourne La Dernière Corvée avec Jack Nicholson, c'est lui qui tourne Shampoo avec Julie Christie et Warren Beatty, Bienvenue Mr. Chance à la fin des années 70 avec Peter Sellers, ou Coming Home avec Jane Fonda, et puis bien sûr ce film-ci avec David Carradine. Donc c'est le succès de Shampoo, qui est un succès colossal, qui va permettre à Al Ashby d'avoir les moyens d'un film comme celui que vous allez voir. Le film que vous allez voir, c'est 4,5 millions de dollars de budget. Au final, ça en fera 7,5. Il y aura 6 semaines de dépassement. Le tournage va durer 5 mois, d'août 75 à janvier 76. Il y aura 150 heures de rush, un premier montage de 4 heures. Bon, voilà. Et tout ça pour raconter l'histoire de Woody Guthrie. L'histoire authentique du vrai Woody Guthrie. Woody Guthrie qui était le troubadour aux États-Unis, le troubadour de la dépression, un guitariste communiste qui ne rêvait que de révolution. Sur sa guitare, il y avait écrit tout le temps « Cette machine tue les fascistes ». Et les fascistes, c'était non seulement ceux qui ont tué les fascistes. Je vous sens tendu. Donc, les fascistes, c'était non seulement les fascistes, mais ça désignait pour Woody Guthrie aussi, évidemment, les capitalistes. Lui, c'était quelqu'un qui rêvait de la révolution et qui écrivait des chansons et des paroles, mais les chansons et les paroles naissaient sur la route.
C'était un bourlingueur et elle naissait de la route. C'est quelqu'un qui avait presque un contact de médium, vous allez le voir, il y a une scène qui l'exprime dans le film, presque un contact de médium avec les gens qu'il rencontrait ou avec le peuple américain. Et puis Woody Guthrie, entre autres, c'était une des grandes références assumées de Bob Dylan, par exemple, qui lui était une icône des années 70. D'ailleurs, le scénario du film En route pour la gloire a été envoyé à Bob Dylan. Il a décliné le rôle, mais il a répondu qu'il ne voulait pas du rôle, mais il voulait bien réaliser le film. Voilà. Ce qui dit à quel point cette histoire le concernait et l'intéressait. Alors, j'ai dit, c'est un film qui a un pied dans le passé, un pied dans le présent. D'un mot, il faut dire en quoi ce film a un rapport... c'est un film à gros budget qui... Et c'était ça aussi les années 70 à Hollywood, qui se permettait d'expérimenter. Le chef opérateur s'appelle Haskell Wexler, c'était un grand chef opérateur, pas commode, mais qui a eu, entre autres, l'idée de présenter à Al Ashby l'inventeur du Steadicam. Le Steadicam, c'est cette caméra, vous savez, maintenant qui est utilisée à foison, et qui est une caméra qui s'harnache au corps de l'opérateur, et qui a un système de grande stabilité, et qui permet de faire des mouvements qui étaient absolument impossibles avant. Et l'inventeur de cette caméra, le Steadicam, c'est Garrett Brown. Et avant ce film, jamais le Steadicam qui venait d'être inventé n'avait été utilisé dans un film de fiction hollywoodien. Là, pour la première fois, vous allez voir un mouvement au Steadicam, vous ne pourrez pas le rater, c'est dans le camp de migrants. C'est le moment où David Carradine, qui joue Woody Guthrie, fend la foule des crève-la-faim, qui sont là pour espérer ou attendre que quelqu'un leur donne du travail. Et là, il y a un immense mouvement de caméra qui n'est possible qu'au Steadicam. Et c'est ça aussi le présent de ce film. Voilà, un film qui a un pied dans le passé, un pied dans le présent. Un mot sur le futur, parce que c'est évidemment l'horizon de tous les roadrunners, de tous les road movies, c'est d'aller quelque part, d'une certaine manière, l'avenir dans les road movies, l'avenir prend toujours la forme de l'espace, voilà, dans le cinéma américain, dans les road movies américains, et tous rêvent en quelque sorte de prendre la route de toutes les manières possibles pour réaliser quelque chose, la quête de soi, la rencontre avec l'autre. C'est pour ça que vous avez vu Le Magicien d'Oz dans ce film, encore un film des années 30, mais parce que c'est un film qui résume, me semble-t-il, l'esprit du road movie, Somewhere Over the Rainbow. Il doit y avoir quelque chose derrière l'arc-en-ciel, à l'horizon, pour moi, pour nous. Et puis, There's No Place Like Home, c'est-à-dire, une fois qu'on a fait le grand voyage, on rentre chez soi. Ce qu'a réussi Dorothy dans les années 30, plus aucun roadrunner dans les années 70 ne va le réussir. Le rêve est devenu un mirage dans l'Amérique du Vietnam. Voilà, je m'en tiens là parce qu'il y aura d'autres occasions de déployer cet étonnant genre qu'est le road movie à l'occasion des rencontres qui émailleront cette rétrospective. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que le film, lui, fait 2h30, mais avant, on va quand même vous faire une petite projection surprise d'un film de 6 minutes. Alors, cette projection surprise, là aussi, la copie vient des collections de la Cinémathèque, qui est là pour... Là aussi, vous allez voir un roadrunner, vous allez voir un personnage famélique, vous allez voir un espace, le film est de 49, et il arrive en droite ligne des années 30 lui aussi. Et c'est aussi une manière, cette petite projection surprise, de vous faire voir toutes les formes que peut prendre le road movie, tous les formats qu'il est capable d'épouser, parce que c'est pas seulement prendre la route, mais c'est prendre la route de toutes les manières possibles et toutes les routes qu'il y a ou qu'il y aurait. Voilà, je vous souhaite de bonnes projections au pluriel. Merci.